Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Jean-Baptiste Drouet, je suis responsable emploi formation au MEDEF des Pays de la Loire. On intervient aujourd'hui dans le cadre de ce temps consacré au développement des compétences des salariés. Le webinaire Les Midis de l'emploi et de la formation, c'est un webinaire mensuel organisé par l'ensemble des organisations employeurs, donc le MEDEF Pays de la Loire, la CPME des Pays de la Loire, l'U2P des Pays de la Loire, ainsi que la FRSEA et l'UDES. Et l'objectif de ce mensuel, c'est pendant 30 minutes de vous donner des informations sur des dispositifs, des aides, euh, des actions d'entreprise pour tout ce qui va concerner l'enjeu des compétences, de la formation et aussi les problématiques de recrutement. Donc, on a traité de nombreux sujets autour du PTP, des parcours TPME, les aides à alternance, la question de PCRH et puis des sujets aussi qui touchent à la question des équipes, des compétences en interne dans les entreprises, notamment autour des tensions de recrutement, des politiques de fidélisation des collaborateurs, les problématiques de frein périphérique à l'emploi comme le logement des saisonniers. Vous retrouverez en fait l'ensemble de ces webinaires sur le site du Cariforef des Pays de la Loire. Je vous donnerai l'information sur la slide qui apparaîtra en fin de webinaire. N'hésitez pas à utiliser le fil de conversation, le chat, si vous avez des questions, si vous voulez ajouter des commentaires ou des choses qui peuvent être aussi techniques. Je pense à des OPCO. Si on a des OPCO qui sont présents, n'hésitez pas aussi à abonder dans le fil de discussion. Je vous rappelle aussi quelques règles par rapport à ce webinaire. Il faut bien couper les micros puisque ça crée des parasites. Donc, seuls les intervenants ou les gens qui souhaitent prendre la parole peuvent allumer leur micro. Le webinaire est donc enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement sur la chaîne YouTube du Cariforef, vous pouvez couper vos caméras. Et sinon, s'il n'y a pas de problème de bande passante, on peut laisser les caméras, mais c'est vrai que ça peut être plus pratique s'il y a un problème de connexion Internet. Je suis très heureux d'avoir pu travailler avec nos trois intervenants. Donc, je les présente tout de suite et je vais leur laisser la parole. Donc, aujourd'hui, sur le sujet du plan de développement des compétences, nous avons la présence de Laurent Ouvrard, qui est vice-président de la Fédération des acteurs de la compétence en Pays de la Loire et également dirigeant de H3O. Il se présentera et puis on laissera Laurent Ouvrard intervenir sur le cadre général et l'esprit de la loi, notamment sur le sujet du développement des compétences, mais également les enjeux du point de vue des entreprises et quelques méthodes et de façon pratico-pratique, comment on peut travailler ce sujet du développement des compétences. Alexandra Sabin, qui est dirigeante de Bac Audit Conseil, qui interviendra sur sa posture de dirigeante par rapport à la question des compétences de ses salariés, comment elle a pu faire évoluer et adapter les compétences par rapport à un environnement qui bouge aussi énormément. Et puis Erwan Monvoisin, qui est dirigeant de l'entreprise Sonamia, donc équipementier sur le pneumatique, qui expliquera aussi comment il a pu fédérer ses équipes, notamment par le dialogue en interne. Je ne vais pas être trop long, il est 12h03, nous avons une quarantaine de participants. Donc simplement vous dire que on gardera un petit temps pour répondre à quelques questions en fin de webinaire. Le sujet est très large. Donc Laurent, ce que je vous propose, c'est tout de suite d'intervenir, de prendre la parole et de nous faire peut-être un petit peu cette vision, la prise de hauteur du point de vue du développement des compétences et déjà qui vous êtes au titre de la Fédération des acteurs de la compétence. Et je vous poserai une ou deux questions dans le cadre de votre intervention. Laurent, je vous donne tout de suite la parole. Oui, bonjour, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, moi je suis vice-président des acteurs de la compétence des Pays de la Loire. Les acteurs de la compétence, une fédération professionnelle organisée autour de la promotion et de la défense de nos activités de formation et de développement des compétences, notamment au sein des entreprises. 32 ans d'existence, 75% de représentation de la profession, à peu près, 1400 adhérents et donc 85 sur les Pays de la Loire. Donc voilà, c'est à ce titre-là. Et moi, je dirige également le cabinet donc H3O, Conseil Coaching Formation. On fait notamment de la formation très spécifique sur mesure pour les entreprises majoritairement. Alors, ce qu'on peut dire, peut-être avancer la slide, s'il vous plaît. Ce qu'on peut dire sur le sujet du plan de développement des compétences, c'est vrai que vous avez tous utilisé le terme
souvent plan de formation. On est passé du plan de formation au plan de développement des compétences, notamment par la loi de 2018, la loi qu'on appelait PENICO pour la liberté de choisir son avenir professionnel. La logique de ça, c'est vrai qu'on est passé de plan de formation, vous vous souvenez, il y avait une obligation de dépenses avec un pourcentage de la masse salariale. On est passé d'une logique de dépenses à une logique une obligation de former, et notamment former tout au long de la vie. Je reviendrai peut-être pas ou très rapidement sur le CPF qui a remplacé le DIF, mais c'est vrai que cette obligation de former, elle est importante. Et je rappelle aussi, mais on y reviendra tout à l'heure dans les interventions, je crois, dans les exemples, cette obligation de former, c'est notamment inscrit de façon concrète dans les entreprises par la réalisation des entretiens professionnels qui doivent être réalisés tous les 2 ans, avec notamment tout ce qui est échange sur les perspectives d'évolution, et puis les moyens en termes de formation à mettre en face. Et puis le bilan qui doit être fait tous les 6 ans, avec notamment un des points qui est l'obligation que les salariés aient suivi au moins une formation pendant cette période-là. Donc c'est vrai ça a changé la logique. Je vous ai mis les petites icônes. On est passé du supermarché, on va dire vraiment, à un sujet stratégique de compétences et au service du développement. Alors justement, je vais y revenir sur la slide d'après, s'il vous plaît. Dans cette logique, passage voilà, d'une logique de dépense à une obligation de former, moi, je parle de PIC ou de PIF. Alors voilà, il faut toujours avoir quelques acronymes comme ça qui permettent de mieux retenir. C'est vrai qu'on parle de la notion de plan d'investissement en formation ou plan d'investissement dans les compétences. Alors ouais, qu'on peut étaler comme tout plan d'investissement. Alors comptablement, c'est pas encore considéré comme de l'investissement, hélas, de mon point de vue, mais voilà, en termes de logique d'entreprise, ça peut être tel quel, avec l'idée, c'est de se dire la formation, vraiment, c'est un investissement et c'est le développement de l'entreprise. Ce sont les femmes et les hommes. Alors, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais vraiment, voilà, les rendez-vous que je fais régulièrement me prouvent que c'est pas toujours considéré comme tel, mais qui feront le développement de demain. Donc, c'est vraiment un investissement. Ça veut dire que, il y a tout un travail voilà, d'évaluation de quels sont vraiment les besoins réels, mais les besoins à court et moyen terme. Je vous incite à il y a des outils, il y a plein d'outils qui existent. Comme tout d'ailleurs, en France, on a beaucoup, beaucoup d'outils. Il faut savoir simplement aller les chercher. Notamment, l'évolution des métiers, il y a ce qu'on appelle des observatoires de branches. Alors, toutes les branches n'en sont pas équipées, mais il y a des observatoires de branches qui travaillent sur quels seront les métiers dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, donc qui sont très intéressants quand même à consulter. Il y a la cartographie des compétences qu'on doit faire dans chaque entreprise. Il y a des outils de conseil. Je n'ai pas parlé du PCRH, prestation de conseil RH, dont les PME peuvent se saisir. Et puis, vraiment les réflexions sur vous, vos entreprises. C'est quoi comment évoluent les besoins de nos entreprises? Comment évoluent mes métiers? Comment je pense mon développement et comment je prépare mes salariés? La notion de pyramide des âges, elle est vraiment très importante. Et puis, aussi voilà, alors je sais que Erwan en parlera sans doute tout à l'heure, cette notion de montée est-ce qu'il y a une nouvelle génération, par exemple, que je veux faire monter en compétences et qui sera mon entreprise de demain? Donc, c'est vrai que c'est important de ça. Et à partir de ça, de cette réflexion, vous pouvez ensuite construire vos moyens via le plan d'investissement dans les compétences. Donc, c'est vraiment un outil au service du développement et de la stratégie de développement. Si on peut passer sur la suivante, s'il vous plaît. Et donc, dans cette idée d'investissement, qui dit investissement, dit évaluation du retour sur investissement. Et c'est vrai qu'1 euro investi, quels sont les retours? Je préconise, et nous préconisons plus largement sur les acteurs de la compétence, vraiment d'étaler les formations dans le temps. C'est vrai que ce n'est pas des formations one shot, voilà. Et puis d'en évaluer les ancrages. C'est fini la formation, on se dit, voilà, on va passer un bon temps, puis derrière, on ne sait pas ce qui se passe. Il faut vraiment se dire quels sont les ancrages, quels sont les effets sur les résultats. Je regarde mon timing en même temps. Voilà, et avec des bilans à 3 mois, à 6 mois, des retours
retour d'expérience et puis dès le début de poser des indicateurs. C'est quoi les indicateurs quali, quanti? Quanti, ça peut être du résultat. Quali, c'est de la montée en compétences, c'est des changements de comportement, c'est des changements d'attitude et qui font que vous allez observer les effets d'une formation. Et c'est vrai que, je rajoute, il faut qu'il y ait une prise de relais managériale aussi. Les retours de bilan après les formations, ils sont quand même essentiels. Et nous, on pratique ça et notamment, on implique toujours les managers dans les formations. Et autre chose aussi, la formation, considérer que c'est un outil de la marque employeur. La marque employeur, on en parle beaucoup. Parfois, on n'en fait peut-être pas suffisamment sur cet angle formation. La formation, ça fait partie des attentes, notamment des nouvelles générations qui évaluent quelles sont les formations qu'elles vont avoir dans les 2-3 ans dans l'entreprise dans laquelle elles vont rentrer. Comment ça se passe? Donc, c'est vrai que c'est un outil de fidélisation, clairement. Clairement. C'est un outil de recrutement aussi. Et c'est un outil de développement, ça j'en ai parlé via l'investissement le plan d'investissement des compétences et le retour sur investissement. Si on peut juste voilà, terminer non, juste la slide d'avant. Alors, ça, vous le connaissez plus que moi, et je crois qu'il y a eu des webinaires organisés sur le sujet. Hop. Mais c'est vrai que penser le principe du financement, alors ça a diminué certes, pour les moins de 50, il en reste encore quand même de façon assez importante, un peu moins pour les autres, mais le réflexe, c'est le rendez-vous avec votre conseiller OPCO, voilà, parce qu'il y a le plan de développement des compétences et il y a d'autres financements qui existent. Alors j'ai mis la liste dans les, voilà, vous l'avez sous les yeux, je ne vais pas revenir dessus. Et puis il y a aussi des actions type l'AFEST, hein, parce que les entreprises savent aussi former leurs collaborateurs. AFEST, c'est Action de formation en situation de travail, que vous pouvez aussi mobiliser, qui se développe. Voilà, et je terminerai par le conseil de se dire vraiment la formation étalée, comme c'est un investissement, comme tous les investissements, ça doit s'étaler sur 3 ans, sur 5 ans, planifié en fonction aussi de votre rythme annuel, mais ça, vous le savez plus que moi, je pense que vous n'avez pas besoin de ce conseil-là. Merci beaucoup, Laurent. L'exercice n'est pas simple, hein, évoquer le plan de développement compétences en 7 minutes. Donc, merci beaucoup. Simplement, peut-être un petit point par rapport à nos autres sujets traités dans le cadre des webinaires. Je trouve qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une question qui touche la stratégie de l'entreprise et besoin un peu d'avoir cette vision, je dirais presque entrepreneuriale sur l'évolution des compétences, l'adaptation, son environnement. Et ensuite, effectivement, d'aller chercher les bonnes réponses, que ce soit par des dispositifs, des modalités de formation. À l'inverse des Midi de l'emploi où on a eu des focus modalités, dispositifs, vous regarderez hein, sur la chaîne du Cariforef, mais on a traité le parcours TPME, PCRH, le FNE formation. Là, l'idée, c'était d'avoir plutôt cette logique aussi de stratégie, et vous l'avez dit, la question aussi des ressources humaines, des entretiens pro, et comment on crée le dialogue avec ces équipes pour adapter les compétences. Donc, c'est important pour nous d'avoir ce temps-là. Et donc, justement, je vais tout de suite faire la passerelle avec nos 2 autres intervenants qui vont vous parler plutôt de leur situation en entreprise, notamment du point de vue de la vision du dirigeant et des stratégies. Et je laisse la parole à Alexandra Sabin, donc dirigeante de BAC Audit Conseil, qui va nous expliquer sa démarche sur le plan de développement compétences. Et n'hésitez pas à bien couper vos micros si jamais on vous entend. Alexandra, je te laisse la Oui, parole. merci. Et bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, le sujet de la formation et du plan de développement des compétences, c'est un vrai sujet de stratégie en fait d'entreprise, hein. Et donc en fait, il faut voir plus large que le sujet d'une simple mise à disposition de formation. Nous, ce qu'on a fait au cabinet, c'est vraiment de créer une démarche et de structurer cette démarche. C'est vraiment le conseil que moi, je donnerais en priorité pour prendre conscience de tout l'enjeu que ça représente, puisque c'est un enjeu d'attractivité, de marque employeur, effectivement. C'est quelque chose qui est aujourd'hui beaucoup regardé, mais c'est aussi lié au développement de l'entreprise à court, moyen, long terme, à la fois avec éventuellement des sujets de remplacement de compétences par des départs en retraite, par exemple, mais aussi lié à des évolutions métiers. Je vois, nous, dans notre domaine qui est l'expertise comptable, l'audit, on a des évolutions réglementaires, nos métiers changent beaucoup et notamment dans les années, enfin ça fait déjà un petit moment, mais il y a beaucoup de modifications qui apparaissent dans nos métiers au jour d'aujourd'hui et dans l'accompagnement qu'on fait auprès de nos clients. Et donc, il y a un besoin de se poser à un moment donné. Donc, je pense aussi que c'est un temps de réflexion, de pause, de prise de recul sur sa propre structure pour se dire, voilà, quelle est ma stratégie à court, moyen, long terme
interne, quels sont les sujets que je souhaite développer dans le cadre de ce que je propose à mes clients et sur lequel mes équipes peuvent être fédératrices au même titre par des montées de compétences. Et donc ça, c'est le vrai sujet. Donc la formation, pour nous, c'est vraiment une démarche à structurer, de définir le prérogatif, quelles sont les évolutions de nos métiers, les évolutions du développement et éventuellement des évolutions réglementaires. Et surtout, ça repose beaucoup sur une communication interne dense avec nos équipes. Alors, effectivement, il y a l'importance des entretiens professionnels, mais je pense qu'en fait, il ne faut pas seulement s'arrêter à ce sujet-là qui, par les obligations, c'est tous les 2 ans, mais c'est bien de régulièrement, 1 fois par an, 2 fois, 3 fois par an, faire le point de quel est mon besoin, que souhaitent mes équipes et à partir de là, trouver le sens de la formation et de l'évolution. C'est une évolution de compétences. Nous, on a plusieurs personnes qui sont arrivées, qui étaient issues aussi, par exemple, de la reconversion professionnelle. Et à un moment donné, on a établi avec ces personnes un plan de formation progressive sur sur une périodicité pour se dire, voilà les différentes étapes, au même titre que quelqu'un qui passe en fait une notion de management, comment on l'accompagne dans la prise de posture de cette notion de management, parce qu'elle n'est pas forcément innée. Donc, c'est à partir de là, définir le prérequis de chacun, connaître les dispositifs. Et effectivement, il y a une forte relation avec l'OPCO qu'il faut avoir. Il ne faut pas hésiter à les contacter. En tout cas, nous, qui sommes avec notre OPCO, qui est Atlas, pour ne pas le nommer, on a des échanges réguliers avec eux pour connaître les différents dispositifs. Donc, effectivement, on a utilisé le FNE pour certains dispositifs qui étaient orientés, par exemple, dans nos métiers sur le numérique ou la notion RSE. Donc, en fait, on n'imagine pas tout ce qui peut aujourd'hui exister. Alors, ça prend un petit peu de temps, c'est-à-dire qu'il faut vraiment structurer la démarche en se disant, je n'en fais pas quelque chose d'accessoire, mais je l'intègre vraiment dans ma stratégie pour à un moment donné se poser dessus. D'autant que les attentes, parfois, sont pas celles qu'on imaginait sur certains profils de personnes, en pensant que voilà, il y avait quelque chose d'une lignée qui était déjà définie. Et puis, au contact des entretiens, on se dit, finalement, telle personne est intéressée parce qu'on a su aussi en amont développer et communiquer sur notre stratégie. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être un communicant, de se dire où est-ce qu'on emmène l'entreprise, pourquoi on l'emmène dans ce sens-là et comment vous, équipe, vous vous raccrochez à notre projet. Et à partir de là, il y a peut-être des choses ou des initiatives qui vont sortir. Et c'est le cas que nous, ce qu'on a eu, puisqu'on a créé des groupes de travail en mode projet. Et ce mode projet, en fait, a permis de rattacher des personnes sur ces projets-là et de créer avec eux le parcours de formation nécessaire, ou sinon qu'ils deviennent des référents internes à la propre formation du reste des équipes. Et donc, en fait, il y a plusieurs. Et donc, pour ça, il faut quand même avoir une certaine transparence de la stratégie vers laquelle on emmène son entreprise pour que les personnes puissent s'y raccrocher. On voit bien que les nouvelles générations ont une notion de sens nécessaire dans le pourquoi elles viennent dans nos entreprises. Donc, c'est un sujet d'attractivité, mais sur lequel il faut savoir répondre favorablement en leur laissant la possibilité de s'épanouir selon ce sujet-là. Donc, il faut avoir cette transparence-là et structurer après le parcours de formation de chacun. Certains vont aller à des niveaux de rapidité plus importants dans leur sujet d'évolution. Et donc, il faut pouvoir, à un moment donné, répondre à chacun en se posant. Mais pour ça, pour moi, ça repose sur la transparence de ce vers quoi on veut tendre l'entreprise et comment on raccroche les équipes à notre projet. Parce qu'on ne pourra pas, de toute façon, on pourra proposer autant de formations que nécessaire si les personnes ne sont pas rattachées au projet ou à l'essence même de ce que l'entreprise veut faire ou vers quoi elle veut tendre. Il y aura des frustrations de part et d'autre, à la fois de notre côté, de nous, posture de dirigeants, en disant nous n'avançons pas assez vite sur les projets, et d'autres qui diront finalement je ne m'y retrouve pas parce que ce n'était pas forcément le sens de mon histoire dans l'entreprise. Donc les deux sont vraiment en transparence, et une fois qu'on a fait ça, il faut vraiment structurer la relation avec l'OPCO, quels sont mes financements disponibles, l'entretien professionnel, et surtout des retours réguliers avec une cadence au fur et à mesure de l'avancement des projets. Donc, il faut peut-être aussi avoir en interne un outil de suivi des projets pour du coup avoir un outil de communication interne qui permette aussi de savoir où en est l'avancement et juste pas de dire on a tel projet, on forme telle personne et finalement ça n'aboutit pas. Donc il y a une vraie cadence et on a mis en place aussi une structuration par des indicateurs, des KPI et sur lequel on a adossé un SIRH aujourd'hui en interne qui est aussi un outil de communication sur toute cette partie-là.
Donc le SIRH, c'est un système d'information des ressources humaines et sur lequel, en fait, qui est un outil de communication interne sur le nombre d'heures de formation qui ont été faites, le nombre de formations qui ont été faites, le budget que ça a représenté, pour montrer qu'effectivement, il y a une notion d'investissement derrière et que c'est un retour gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que on peut aller sur la slide suivante, mais pour moi, et en tout cas dans l'ADN qui est celui de Bacodit, nous, le sujet de la formation et de l'évolution des compétences, c'est un sujet gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'entreprise va pouvoir se développer selon effectivement les axes qu'elle s'est définis, mettre en place des indicateurs internes et pour le collaborateur, trouver une source d'épanouissement en se disant j'ai une visibilité aussi de ce vers quoi mon poste va évoluer. Et est-ce que ça répond à mes attentes ? Puisque c'est du temps aussi d'accompagnement, alors qui peut se passer par l'alternance, hein, comme par des évolutions de compétences. On a aussi fait appel, nous, à ce qu'on appelle les POEC, qui sont c'est des conventions en lien avec Pôle emploi et qui permettent de faire découvrir des métiers et de les former pendant un certain temps, et souvent qui sont des personnes après qu'on embauche derrière dans ce cadre-là. Donc, il y a un effort forcément au départ de l'entreprise, mais avec des recherches de profils et des nouveaux profils, puisque nos métiers, le mien, évolue beaucoup en ce moment et on a besoin de former nos équipes pour pouvoir aussi répondre aux attentes de nos clients, du marché et pouvoir proposer des offres nouvelles qui sont aussi parfois des offres différenciantes. Donc, soit on fait rentrer des nouveaux profils, soit on capitalise et on offre aussi des possibilités d'évolution hiérarchique de nos équipes en interne. Et c'est ça vraiment, nous, le cœur de notre process. Mais vraiment, je tiens à appuyer sur le fait qu'il y a il faut se poser sur quelle est ma stratégie, vers où je veux l'emmener, quels sont mes besoins en ressources humaines, est-ce que j'ai des compétences en interne ou est-ce que j'ai des personnes qui veulent évoluer, et il faut communiquer sur ce projet parce que sinon, les personnes ne se raccrocheront pas à l'ADN qui fait qu'on pourra faire évoluer l'entreprise et l'épanouissement de chacun dans ce projet-là. Donc, il y a des outils RH qu'il faut mettre en place en interne, peut-être pas forcément un outil SIRH dès le départ, mais en tout cas des indicateurs qui permettent aussi de communiquer en disant, voilà, c'est aussi la force vive de mon entreprise. Je suis dans une démarche RSE, puisque c'est une partie intégrante quand même de la démarche RSE dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et il ne faut pas juste en faire un mot générique, il faut le considérer comme étant un moyen de pouvoir mettre en avant les actions qu'on fait et qui deviennent une source d'attractivité et une marque employeur. Merci beaucoup. Merci Alexandra pour ce propos très tourné stratégie, posture de la dirigeante, enjeu entreprise. Moi, ce que je retiens, c'est que il ne faut pas forcément rentrer par les modalités et les dispositifs, mais les premières questions à se poser, c'est où je vais, quelle est la vision que je porte, quel est le projet de mon entreprise et comment j'associe mes équipes sur le projet que je souhaite développer. Et ensuite, il faut effectivement structurer, anticiper, se poser les bonnes questions. Et je dirais, ensuite, on va réfléchir effectivement aux modalités de financement, quelle est la bonne entrée en termes de dispositifs de formation. Et là, pour le coup, on a quand même des acteurs de proximité qu'il faut contacter. Ce sont notamment les OPCO. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans le détail sur les circuits de financement entre les entreprises de moins de 50 et de plus de 50, mais je vais laisser la parole ensuite à Erwan qui, en ayant plus de 50 salariés, pourra expliquer également la question du plan de financement des compétences et vous dire que sur les webinaires Midi d'emploi et de la formation, vous pouvez retrouver toutes les informations consacrées justement à ces modalités de formation et ces dispositifs comme PROA, le FNE formation. On doit faire prochainement un webinaire aussi sur la FEST. Donc, vous retrouverez toutes les informations en mode focus. Là, l'idée, c'était vraiment d'être sur la posture, la vision du dirigeant en termes de stratégie, notamment d'un point de vue aussi RH. Je laisse la parole à Erwan, mon voisin, qui est dirigeant de l'entreprise Sonamia, donc équipementier en pneumatique basé en Vendée à Saint-Hilaire-de-Loulay, entreprise de plus de 50 salariés. Et ce qui m'intéressait, c'est d'avoir son propos justement en termes aussi là de stratégie et comment il pilotait en interne l'adaptation des compétences et l'évolution de ses compétences, notamment par rapport au dialogue avec ses équipes. Donc Erwan, je te laisse la parole tout de suite et on laissera un petit temps pour répondre à quelques questions à la fin du webinaire. Merci beaucoup Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous. Effectivement, d'excellents points ont été relevés par Laurent et Alexandra. Je vais essayer d'être aussi bon qu'eux et de ne pas réenfoncer toutes ces portes qui sont bien ouvertes, mais auxquelles je crois fondamentalement.
Courte introduction, juste, moi je vais essayer de vous parler vraiment de ce qu'on fait chez Sonamia. Donc juste pour le contexte, Sonamia, société grossiste équipementier en pneumatique et jantes agricoles. On a des métiers de commerciaux, des métiers d'achat, beaucoup, des métiers de logistique, énormément, des métiers de production et ensuite des fonctions support. C'est 115 personnes pour 115 millions d'euros de chiffre d'affaires basé effectivement à Montaigu. Notre contexte, entreprise où on positionne les hommes au cœur de la stratégie. Là encore, une porte qu'on enfonce, mais c'est tellement vrai dans les réussites de nos entreprises et on essaie de positionner toute notre stratégie autour de cet élément. Pour nous, qu'est-ce que ça représente? Une différenciation concurrentielle. Effectivement, quand vous êtes sur des métiers de grossiste, vous n'avez pas de votre propre produit que vous vendez, vous distribuez des produits manufacturés par d'autres. Donc, il faut réellement que vous arriviez à vous différencier concurrentiellement. Et la formation, les hommes, les compétences sont un élément majeur. C'est une marque de service, donc cela représente bien notre image d'entreprise et ça nous permet effectivement aussi de travailler sur le bien-être de nos collaborateurs pour avoir un meilleur travail ensemble qui est fondamental. Ça, c'est notre contexte. Sur la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc notre fil rouge est celui-ci. On anime notre entreprise et nos équipes autour de notre philosophie d'entreprise. Je vous ai mis actif depuis 1971. Effectivement, c'est une entreprise familiale fondée par mon grand-père. Et ces 4 valeurs que vous retrouvez juste derrière moi, mais elles ne sont peut-être pas très lisibles, sont notre fil rouge conducteur dans toute la carrière de l'ensemble de nos collaborateurs. Et ce fil rouge est traduit derrière dans ce plan de développement de compétences et de formation. Elles sont au nombre de 4, très rapidement. Service client, collectif, responsabilité, autonomie et gestion en bon père de famille. Ça, c'est normal. On travaille beaucoup avec l'agriculture. On a un sens paysan et il faut aussi le traduire. Toutes ces valeurs, on les traduit au travers de nos formations et de nos accompagnements. C'est vraiment notre fil rouge d'animation de nos équipes. Une petite particularité chez nous qui met en avant le principe fort de formation et d'accompagnement, c'est qu'on ne fait aucun recrutement venant de nos concurrents. Et on privilégie au maximum la promotion interne. Ça veut dire que ça nous oblige. Ça nous oblige à accompagner, à apprendre nos métiers, à former et à faire grandir chaque personne au sein de l'entreprise pour qu'ils accompagnent aussi l'entreprise. Donc, sans plan de compétences, on aurait du mal à les accompagner. C'est un élément fondamental chez nous qui nous procure beaucoup de plaisir aussi en termes de management, car on part souvent de rien pour découvrir tout. Et c'est là que chaque collaborateur donne la pleine essence de ce qu'il est. On aime à répéter souvent à chaque recrutement, il ne faut pas s'inquiéter, on a tous démarré une fois dans le pneumatique, dans notre environnement, sur tel métier, on a tous appris, on est encore là, donc on a de belles perspectives à faire ensemble. Donc comment ça se traduit concrètement? Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. L'approche est... Alors, il y a beaucoup de choses qui croisent ce qui a été dit, notamment par Alexandra. Nous avons une feuille de route, nous avons un projet d'entreprise. Et ce projet, nous le faisons vivre au travers d'une feuille de route triannuelle et avec une révision annuelle. C'est-à-dire que cette feuille de route générale d'entreprise, ce projet d'entreprise, est traduit auprès de l'ensemble des équipes et est traduit par service. Et chacun de nos coéquipiers écrit lui-même sa feuille de route, qui sera son fil rouge conducteur dans son accompagnement tout au long de l'année, lors des entretiens annuels, des entretiens professionnels et des entretiens trimestriels. Je relève ce qu'a dit Alexandra tout à l'heure. Effectivement, on ne se limite pas qu'à un entretien professionnel et qu'un entretien annuel. On essaie de se voir trimestriellement pour accompagner chacun d'entre eux. Donc forcément, dans cette feuille de route d'entreprise, feuille de route de service et dans ce projet d'entreprise, chaque collaborateur qui écrit lui-même sa feuille de route pour son année intègre des compétences qu'il souhaite voir développer pour répondre au mieux à cette feuille de route. Et de cette synthèse, on met en place derrière notre plan d'investissement autour de la formation avec un accompagnement à la carte et personnalisé. Certains organismes de formation, et Laurent, avec qui nous travaillons, le sait, quand on développe une formation, on se voit beaucoup en amont parce qu'on ne prend pas un package. On développe et on structure une formation adaptée à chacun de nos collaborateurs et à chaque enjeu. Et c'est aussi ce qui marque la différence demain dans la qualité de la rétribution de chacun. Alors effectivement, Jean-Baptiste, tu l'as évoqué, nous sommes une entreprise de plus de 50 personnes. On a une question budgétaire.
Mais en fait, je ne raisonne pas budget, et ce mot-là, sur le site, je pourrais changer. On raisonne vraiment investissement. C'est un plaisir pour nous que d'investir dans les hommes, investir dans la formation, au même titre que d'investir dans un nouveau robot. Bah, je préfère quand même investir dans les hommes qui seront beaucoup plus productifs et avec qui j'aurai aussi beaucoup plus de plaisir. Et plus on a de plaisir, plus on dégage cette capacité à avoir du plaisir dans l'entreprise, et donc on améliore notre service client, qui est notre première valeur, donc qu'on met en avant, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc oui, on essaie d'investir 1,5%, parfois un peu plus de notre masse salariale, malgré une non prise en charge de ces financements. C'est-à-dire que c'est un investissement supplémentaire en plus de nos cotisations. Mais encore une fois, on ne le voit pas comme une contrainte et on est très content de le faire au vu des retours qu'on a. Et puis, effectivement, Laurent a évoqué le programme AFES. Effectivement, on va commencer à regarder un petit peu ce qu'on forme beaucoup en interne. On forme des formateurs internes au travers de ce qu'il faut des objectifs à atteindre, et c'est un élément sur lequel on va travailler. Puis notre petite fierté, ça se traduit comment? Ça se traduit par une société qui est en croissance continue depuis 60 ans, qui a doublé son chiffre d'affaires en 4 ans, et avec des collaborateurs dont on célèbre les 40 ans, les 42 ans dans l'entreprise, qui ne veulent pas partir à la retraite, les oiseaux, et on en est très content, des 30 ans, des 25 ans, la moyenne de fidélisation d'entreprise est assez forte, et avec des personnes qui ont toutes eu des parcours différents dans l'entreprise, surtout évolutifs. Et c'est ce qui renforce aussi cette cohésion ensemble. Et on a beau avoir un projet d'entreprise, si on n'a pas de projet d'hommes et d'équipe, ces projets pourraient rester que dans la tête du dirigeant. Ce n'est pas du tout notre objectif. Et puis une dernière chose, ces plans de développement de compétences sont fondamentaux pour nous en termes pratico-pratiques, parce qu'on est sur une organisation très matricielle, très horizontale. Il n'y a pas beaucoup de verticalité. On n'est pas sur des échelons, on n'est pas sur 40 échelons. Donc forcément, chacun doit être responsable, autonome. Ça, c'est notre troisième valeur. Et c'est pour ça que cette formation est fondamentale. Et on en est bien content, parce que le retour sur investissement ne se pose même pas. Voilà pour mon intervention. Je ne crois pas que j'avais de slide après. J'ai essayé de respecter le temps. Écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup, Erwan. L'exercice est vraiment pas évident. Bravo à tous les trois, parce que évoquer le plan de développement des compétences avec ces thèmes de la stratégie, de l'adaptation, de l'anticipation en 30 minutes, c'est pas simple. 6 à 7 minutes intervenant. Voilà, c'était pas la thématique la plus facile, parce qu'elle est générique, mais tellement importante du point de vue des enjeux pour l'entreprise. Est-ce que un des participants ou une des participantes souhaite poser une question? On peut se laisser encore 2-3 minutes pour potentiellement répondre à une ou deux questions. Je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat. J'ai eu qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été données, mais peut-être pas de questions. Vous levez la main si jamais il y a une ou deux questions. Je réexplique qu'effectivement, le webinaire est enregistré, donc dès la semaine prochaine, vous le retrouverez sur la chaîne YouTube du Carrefour F des Pays de la Loire, et que sur cette même chaîne YouTube, vous pouvez avoir accès au webinaire consacré à différents dispositifs, modalités de formation, notamment des dispositifs qui ont été évoqués dans ce webinaire. Moi, j'insiste sur un point, peu importe la taille de l'entreprise et finalement la question des modalités de formation ou des circuits de financement, c'est ce qu'a dit Erwan, mais rappelé aussi par Alexandra, et le cadre général par Laurent, c'est la position de la gouvernance, finalement, le projet d'entreprise, se poser les bonnes questions, et ensuite le plan d'action et le plan de développement compétences ne se décrètent pas, il se construit dans le temps, avec ce dialogue social aussi en interne, le dialogue avec les équipes, et ensuite vous avez effectivement la construction autour des modalités, des dispositifs. Et peu importe qu'on soit une entreprise de moins de 50 salariés ou plus de 50 salariés, il faut voir le sujet des compétences comme un investissement du point de vue des évolutions, et on n'a pas évoqué le sujet des transitions écologiques, la question des enjeux démographiques que notre région va forcément connaître, et elle le rencontre déjà, cet enjeu-là, la question liée à l'innovation, au numérique, à la digitalisation, et également l'IA, puisque je pense qu'Alexandra, vous devez être fortement concernée aussi sur l'impact de l'IA du point de vue des compétences. Voilà, on pourrait évoquer beaucoup de choses. On n'a pas eu le temps. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Moi, je vous remercie sincèrement. Il y a une question dans le chat. Bonjour. Monsieur Favreau. Oui, comment évaluez-vous l'impact de la formation suivie par vos collaborateurs, collaboratrices? Donc j'imagine que là, c'est plutôt l'idée un peu de reporting, et quels indicateurs pour mesurer la montée en compétences. Je ne sais pas si Erwan ou Alexandra, ou voire Laurent, vous voulez en quelques secondes peut-être répondre au moins à cette question.
l'investissement compétences, finalement, comment ça peut être mesuré? C'est ce que je comprends derrière la question. Alors nous, en interne, on a mis en place, alors on a un indicateur en fait générique et qui est même général, c'est comme on fait une réunion avec l'ensemble de nos équipes parce qu'on est sur plusieurs sites, à minima une fois par an, en fait, on communique le nombre d'heures de formation qui ont été faites, le nombre de formations suivies, le coût que ça a représenté pour la structure et qu'est-ce que ça a permis d'effectuer, notamment par exemple sur le développement de nouvelles missions ou dans le cadre même d'arriver parfois de nouveaux clients, parce qu'effectivement, nous avons des sujets, notamment sur la partie numérique IA, qui sont significatifs dans nos métiers, y compris sur les sujets RSE et information extra-financière. Et à ce titre-là, en fait, ça nous permet aussi de mettre en valeur le fait d'avoir pu développer et d'avoir éventuellement même développé des nouveaux marchés. Donc en fait, on met en parallèle les deux sujets et donc l'évolution que chacun a pu faire dans ce cadre-là. Mais en tout cas, on a une transparence sur l'ensemble des informations qui ont été faites par nos collaborateurs. D'ailleurs, quand une formation est faite de manière technique par l'un de nos collaborateurs, l'information est diffusée à l'ensemble, ce qui fait que la personne aussi devient référente et ça permet de développer éventuellement un conseil complémentaire client ou des natures enfin voilà, de pouvoir développer de nouveaux sujets et d'être en phase avec ce qu'on avait dit il y a un an dans le cadre de notre projet et ce vers quoi on tend. On rejoint l'idée de vision, d'indicateur, de mesure et de cap finalement et de stratégie. Écoutez, il est 12h35. Mathias, je veux bien qu'on passe juste à la slide suivante. Pas celle-ci, on va la passer. Voilà, je vais vous laisser une fiche synthétique, quelques points clés. Alors, vous pouvez faire des copies écran là tout de suite, mais vous retrouverez cette fiche également dans l'enregistrement et on vous l'enverra par mail pour tous les participants pour lesquels nous avons les adresses mail. Sinon, vous nous contactez directement également sur nos boîtes mail. Donc voilà, c'est quelques points quand même pour se rappeler un petit peu ce qui est important, les enjeux sur la construction du plan de développement en compétences. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, la construction du plan, l'analyse et la traduction des besoins, procéder au chiffrage par rapport aussi au cadre légal et la relation avec l'OPCO. Et puis, comment on communique en interne, ça c'est quand même le point important, en amont, avant, après, et notamment la question qui a été posée sur le suivi indicateur. Le dernier slide, Mathias, effectivement, il concerne le prochain webinaire qui sera animé par Marc Maradour, donc délégué régional de l'UDES des Pays de la Loire. Et le sujet retenu est l'organisation du télétravail, comment organiser le télétravail dans son entreprise. Donc ce sera le 29 mars prochain. N'hésitez pas à vous connecter, on vous enverra les invitations. J'espère que vous avez passé un bon moment avec ce webinaire riche, intéressant.